chers téléspectateurs, bonjour. Cette semaine, Armédia reçoit Armand Vaillancourt et M. Borenstein de la Galerie d'Art Contemporain qui vont nous parler, n'est-ce pas, de l'exposition d'Armand Vaillancourt à cette galerie. Et dans un deuxième temps, nous allons recevoir M. Jean Dumont qui nous parle de cette exposition sur l'art conceptuel et une perspective ayant eu lieu au Musée d'Art Contemporain. Mais d'abord, recevons M. Fernand Toupin qui expose à la Galerie Bernard Desroches. Monsieur Toupin, bienvenue à Armédia. Vous avez été nommé membre du RCA, n'est-ce pas? C'est un organisme quand même, c'est un honneur qu'on fait à un artiste à un certain moment donné, pas vrai? Oui, c'est la Société royale des arts du Canada. Et nous avont des critères de professionnalisme et tout assez élevés. Assez élevés, justement. Ouais, c'est une institution qui date, pour le Canada, ça semble vieux, mais de 1880. C'est quand même assez reculé dans le temps, Oui. disons. Mais c'est un honneur quand même assez de marque pour une carrière très accomplie d'un artiste. Oui. Ce que vous avez reçu. Mais je pense qu'on va s'attarder d'abord, on va faire un retour en arrière un peu plus récent, c'est-à-dire vous avez été membre du groupe des plasticiens. Oui. Et vous avez signé le manifeste, co-signataire du manifeste des plasticiens. Oui. Et pouvez-vous nous parler à partir de là, comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est opéré en termes de transformation dans votre œuvre? Et parce que je connais les plasticiens. Oui. Enfin, pourquoi est-ce que dans votre cas, ce n'a pas été, comme généralement chez tous les plasticiens, une forme de géométrisme là, ou une peinture plutôt lisse, ce qui s'approche du minimalisme? Oui. Oui, bien, le minimalisme est sorti de là, non seulement des plasticiens de Montréal, de nous, mais de tout le mouvement plasticien, néo-plasticien international. Je pense à Mondrian, à ces gens-là. Exact. Alors ici, à ce moment-là, 1953, 54, il y avait un mouvement très important qui était les automatistes. 7 ans après, donc... tout de suite après. Les automatistes, c'était donc nos aînés. Nous les admirions beaucoup, moi en particulier, M. Riopel, le grand Bordua et tout ce monde, mais cette œuvre-là, cette démarche-là était faite. Oui, oui. Et ça leur convenait parfaitement, c'était intéressant. Nous, comme tous les plus jeunes, nous voulions faire autre chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer quoi que ce soit. Absolument. Alors, quand on a vu qu'il y avait des similitudes de pensée et tout, on a dit pourquoi pas. Et on a œuvré ensemble, on a fait un manifeste qui nos intentions, qui exprimait nos intentions. Mais je savais déjà au tout début, et tous, je crois que nous le savions, que ces mouvements-là, quand ils sont sincères, c'est pas des mises en marché, ça. C'est pas orchestré, ça vient de soi. Pas du tout. Ça vient de soi. On a cheminé ensemble un bout de temps. Nous étions jeunes, moins de 25 ans tous, et nous savions très bien que tôt ou tard, chacun prendrait son chemin. Son chemin, bien sûr. Mais pendant un court laps de temps, il y avait une convergence ou une affinité générale au sein de chaque... Oui, ça a duré, je dirais, comme ça, là, 4 ans, 5 ans. Oui. Parce qu'on sait qu'en 48, c'était le manifeste, donc 55, il y a eu la fondation de l'Association des artistes d'art non figuratif de Montréal. Alors, est-ce qu'il y avait un lien entre cette association et certains membres, ou plusieurs membres du groupe? Le mouvement, enfin, les plasticiens, enfin, il y a des gens importants qui sont venus nous joindre ensuite, tels Fernand Leduc, plus tard, Molinari, M. Tousignan, ces gens-là ont pris une sorte de relève. Voilà. Moi, je crois sincèrement, monsieur, si on parle encore des plasticiens que j'ai eu l'honneur de contribuer à fonder, c'est parce qu'il y a eu une suite à ça dans ces gens-là qui ont continué l'art minimaliste et tout. Voilà. Une sorte d'épuration, c'est ça. Ouais. Moi, ça ne pouvait pas me satisfaire personnellement. Pour la vie, j'entends. Je crois que ça, c'est encore inscrit dans votre œuvre actuelle, cette insatisfaction, dans la mesure où vous avez une peinture qui
qui a encore une présence du geste. Ah, mais oui. Mais tout avec en tenant compte d'une organisation. Oui, bien c'est ça. Rien ne se perd, c'était une école Oui. pour moi. Et la rigueur qu'il fallait pour construire ces tableaux, le fait plastique, D'accord. j'ai gardé cela. Oui. Oui. Seulement, c'est un art presque à 100% intellectuel. Intellectuel, réfléchi. C'est ça. Oui. Et je crois qu'un homme n'est pas qu'un cerveau. On ressent des émotions devant la nature et tout qu'on ne peut pas traduire en mots. D'accord. Bon. Et alors, moi, j'ai œuvré, je me suis cherché. Et j'ai remarqué dans votre travail aussi une nette considération pour la pâte, n'est-ce pas, le relief, la texture. Oui, oui. Mais oui. Écoutez, les pierres, les volcans, Oui. les glaciers, voir un grain de sable, c'est éternel. Il transporte le passé, il transporte l'avenir. Enfin, le moindre grain de sable, monsieur, il y a longtemps que nous serons tous disparus et il sera encore là d'une manière ou d'une autre. Ça me passionne. Absolument. De même que les grands espaces de l'Amérique du Nord, de mon pays. Alors l'aspect géographique aussi est très présent. Mais oui, on pourrait dire que c'est une peinture tectonique. C'est comme un survol dans un imaginaire qui est le vôtre, mais qui présente toute une configuration particulière. La couleur joue un rôle important. Mais joue un rôle important. Prenez le blanc. Dans ma peinture, ça revient tout le temps. Je l'ai combattu, je le combats, je fais des périodes très colorées et tout, mais inévitablement. Bon. Serait-ce la neige? J'ai beau pester contre. On laisse au regardeur de l'interpréter comment il le ressent. Ah, c'est son rôle. En tout cas, merci Fernand Taupin. Vous exposez à la Galerie Bernard de Roche. Exposition extraordinaire que les gens doivent aller voir. Merci beaucoup. Merci, M. Gilles. Les fastes de l'été tombent avec les feuilles et les belles expositions, en particulier celles des impressionnistes au Musée des Beaux-Arts et celles sur l'art conceptuel au Musée d'art contemporain, ont fermé leurs portes. Heureusement, ce genre d'exposition laisse toujours dans leur sillage un flot de questions que nous, les spectateurs, souvent nous avons à nous poser. Et ceci est particulièrement vrai pour l'exposition L'art conceptuel, une perspective, qui était organisée au Musée d'art contemporain, qui venait au Musée d'art contemporain, organisé par le musée d'art moderne de la ville de Paris et dont le commissaire était Claude Gins. Comme après Paris, Madrid et Hambourg, cette exposition a quitté Montréal, je ne vois pas très bien l'intérêt de faire un commentaire exhaustif dont personne ne pourra les vérifier sur place, la justesse ou la fausseté. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, puisqu'après tout je suis aussi le public, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de certaines questions que l'on se posait en visitant cette exposition. Les questions étaient évidentes pour ceux qui ont suivi la visite inaugurale guidée par Claude Gins. Les spectateurs, pourtant, les habitués de ce genre de visite sont en général des gens assez informés. Et la mine déroutée de certains était évidente. Pourtant, ça pourrait se comprendre, puisqu'après tout, les Buren, les Kossuth, les Sol Lewitt et autres rêvaient d'un art qui soit absolument pur, complètement libéré de la matière, libéré de l'objet d'art, libéré du marché, libéré des institutions. Et cela aurait tout pour troubler l'habitué de l'art. Mais pourtant, sur les murs et sur les planchers du musée, il y avait bien des objets, et des objets bizarres, certainement, que nous ne sommes pas habitués à voir dans les musées, mais après tout, en 1990, nous sommes habitués à accepter à peu près n'importe quelle forme dans les objets, n'importe quelle forme que les artistes peuvent nous montrer. Peut-être alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est que ça n'est peut-être pas la forme de l'objet lui-même qui gênait, mais son statut. C'est qu'en effet, dans l'art conceptuel, les objets
sont annoncés de façon très claire, comme n'étant pas des objets d'art. Et voilà certainement ce qui nous gêne et qui provoque notre inquiétude. Ce n'est sans doute pas pour rien que la pièce qui inaugurait le parcours de l'exposition était la boîte en valise de Marcel Duchamp. C'est une valise dans laquelle il y a une vingtaine de pièces de Duchamp sous forme d'un modèle réduit. Et en effet, le Duchamp en question, dont l'urinoir est resté célèbre, que disait cet urinoir quand il l'a exposé à New York au salon de 1917? Il disait très évidemment que l'art n'était pas dans l'objet, puisque c'était un objet qu'il avait tout simplement acheté chez un marchand, mais il disait aussi que cet objet usuel, par contre, devient art si l'artiste, lui, le place dans une galerie, ou même si l'objet tout simplement usuel est placé dans une galerie. Ceci a pour conséquence immédiate de nous dire que ce qui est important, que l'art n'est pas entièrement dans l'objet, mais qu'en fait, il est dans la démarche, que c'est le geste de l'artiste qui, en fait l'art. Aujourd'hui, le geste de Duchamp n'a pas été, il faut l'avouer, n'a pas été accepté très facilement en 1917, mais aujourd'hui, nous considérons Duchamp tous comme un grand artiste. Cependant, il suffit de se promener dans l'agréable milieu de l'art pour s'apercevoir que nous continuons à nous conduire comme si Duchamp n'avait jamais existé. C'est-à-dire nous ne sommes jamais confrontés au problème qu'il posait, à savoir que vraiment, qu'est-ce que nous en pensions? Est-ce que vraiment l'art était une démarche ou est-ce qu'il était un objet? Nous l'avons contourné et nous continuons à vivre comme s'il n'avait pas existé, comme s'il n'avait rien fait. Pourtant, si nous acceptions sa démonstration que l'art est une démarche, qu'au fond c'est une façon de penser à l'aide d'une façon de faire, tout deviendrait beaucoup plus simple. Parce qu'à ce moment-là, l'objet devient tout simplement le moyen de la pensée, et ça lui donne toute son importance, et il n'est pas, comme j'ai entendu souvent d'ailleurs dans la visite inaugurale, et comme on peut le lire dans les catalogues, l'art n'est pas la trace, il n'est pas le témoignage, il n'est pas la manifestation de la pensée. Il en est vraiment le moyen. Il partage donc l'intérêt avec la pensée elle-même. Aussi minime soit-il, il est donc absolument inséparable de la démarche. Certains artistes ont besoin comme moyen de tonnes d'acier, d'autres, comme les artistes chinois, font un trait minime avec un pinceau ultra léger. Certains artistes ont été très loin. Michael Asher, par exemple, a participé à l'exposition simplement sous forme d'annonce qu'il a passée dans les journaux pour annoncer cette nouvelle perspective en train de se tracer dans l'histoire de l'art conceptuel. Mais son annonce était affichée au Musée d'art contemporain. Robert Barry, qui avait posé des carrés verts sur le mur pour interroger la situation du tableau, avait déjà en 1969 tenté une expérience où il voulait, par moyen de télépathie, communiquer à quelqu'un une œuvre d'art qui n'était faite que de pensées pures, d'une suite de pensées pures qui serait absolument incapable de transcrire dans un langage ou dans une forme. Il ne faudrait pas croire que cet art conceptuel est un simple constat ou un geste gratuit. Le tube fluorescent de Dan Flavin, par exemple, qui était simplement posé en diagonale sur un mur, l'acheteur qui achète cette pièce, bien évidemment, n'achète pas un light show. En fait, il finance les activités artistiques de Dan Flavin. Stanley Brown a également poussé très loin la chose. À Amsterdam, par exemple, il s'était planté au coin d'une rue et il demandait aux gens, avec un papier à la main, il leur demandait de lui dessiner un chemin pour aller à un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Certains dessinaient, d'autres ne dessinaient pas. Il est bien évident que il essayait là de rejoindre l'autre, avec des moyens qui échappent peut-être à la logique. D'ailleurs, Sol LeWitt l'a dit de façon très très nette, et je vais vous lire sa déclaration. Il dit « Les artistes conceptuels sont des mystiques plutôt que des rationalistes. Ils sautent à des conclusions que la logique ne peut atteindre. » Il ajoutait « La volonté de l'artiste est moins importante que le processus qu'il enclenche. » Il ne faut pas croire non plus que c'est un art d'initié. Il peut presque être compris par tout le monde. Regardez les 5 words in Orange Neon, par exemple, de Kossuth. Ils sont exactement ce qu'ils sont. Ils sont 5 mots dessinés en néon orange. Alors que quand vous dites une table, vous êtes le mot table est bien plus éloigné de la réalité de la table que ne sont les néons de Kossuth. La pensée de l'artiste n'est évidemment pas toujours évidente pour le spectateur. Et il faudrait qu'on puisse nous y aider. Il faudrait que nous nous y aidions nous-mêmes. Nous avons pris l'habitude de penser
en termes de séparation. Quand quelque chose est nouveau, nous nous replions, nous le voyons très différent de ce qu'était l'ancien et nous nous replions sur l'ancien parce que pour nous, c'est une manière de nous tranquilliser. Ce qui fait qu'en réalité, nous ne sommes jamais disponibles pour regarder les choses nouvelles. Nous n'avons jamais un œil complètement vide. Et ça nous empêche de voir les pièces. Il faudrait aussi que nous soyons aidés peut-être par les organismes qui font ces expositions. Parce que la découverte de la pensée de l'autre, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Il faudrait peut-être qu'on nous guide un petit peu dans cette pensée-là. Je ne sais pas comment on peut le faire d'ailleurs. Il faudrait peut-être aussi, et c'est une des rares critiques que je ferai sur l'exposition, que nous ne soyons pas frustrés de notre plaisir. La fameuse pièce de Manzoni, par exemple, que l'on nous a ouverte, autrement dit, on nous a gâché tout le plaisir de la recherche. Ou les fameux cubes de Robert Morris qui, sur le tapis du musée, prenaient l'allure de pièces totalement massives alors qu'elles auraient dû être extrêmement légères. Cette exposition magnifique et nécessaire posait bien des questions. Avant de quitter le musée, j'avoue qu'elle m'en a posé une dernière. Je me demandais en sortant, et c'était sans doute une ignorance crasse, c'était peut-être une ignorance crasse de ma part, quelle marque l'art conceptuel, cet art conceptuel que je venais de visiter, quelle marque il avait laissé dans l'histoire même de l'art au Québec. Et j'aurais aimé que dans une pièce quelconque du musée, une installation quelconque, une exposition quelconque réponde à cette ignorance de ma part. Bonjour, nous avons avec nous M. Stanley Borenstein de la Galerie d'art contemporain à Montréal, au pluriel, la Galerie d'art contemporain, et l'artiste sculpteur qui fait actuellement de la peinture, M. Vaillancourt, Armand Vaillancourt. Bienvenue. Hello. Et je pense que nous allons d'abord demander à M. Borenstein comment est-ce que l'idée est venue d'aller chercher ce monument, n'est-ce pas, qui fait des monuments gigantesques dans sa galerie. Comment est-ce que ça a pu aboutir jusqu'ici? Bon, ça fait depuis quelque temps que moi et Armand, nous nous connaissons, et c'était une évolution des deux côtés. Armand n'aime pas faire des expositions dans les galeries, et la dernière démonstration d'Armand sur la rue Crescent, quand il a fait la sculpture pour la paix, nous nous sommes parlé, nous nous sommes rencontrés par après, et c'est quelque chose qui s'est développé. Et nous avons organisé une exposition qui est très pertinente, qui montre les œuvres. Beaucoup plus de peintures, contrairement à la carrière. Pas seulement de peinture, non. Il y a des sculptures aussi. Armand est un artiste dans le terme large du mot. Il fait toutes sortes de choses. Il fait des monuments, il fait des ponts, il fait la sculpture, il fait la peinture. Alors, oui. Cette exposition est une exposition qui englobe enfin le tout. Sauf les œuvres magistraux, et on va les montrer avec des slides pour montrer, oui. Monsieur Vaillancourt, maintenant, vous avez vraiment une carrière énorme, même dans tous les sens du mot. Tu n'es pas terminé, hein? Tu n'es pas terminé. J'ai l'impression que je commence. Il est très jeune. Oui, je suis à l'enfance de l'art. J'ai devant moi des représentations des œuvres qui sont faites un peu partout à travers le monde, c'est-à-dire on a la Californie, toutes ce sont des œuvres monumentales. Oui, mais je travaille sur des gros projets actuellement. Je fais beaucoup de projets en rapport avec l'architecture actuellement. Voilà. Ouais, chez moi, j'ai des centaines de maquettes de projets pour des édifices de grands. Au Canada et à l'extérieur. Oui, mais c'est des projets qui sont probablement jamais réalisés, mais ça ne m'empêche pas, par exemple, de rêver sur le papier, de continuer sur ça. Ouais, j'ai beaucoup. Projeter votre imagination. Je dessine beaucoup de ponts aussi actuellement. Oui. Et je peux faire un projet justement pour le Grand Nord pour les cris. Oui. C'est une étude que je fais de monuments pour la protection de la nature, de l'environnement, de l'eau aussi. Oui. Et si c'est réalisé, c'est une grande sculpture qui a 325 pieds de hauteur, à peu près 1200 tonnes d'acier. Et sinon, c'est un cri, une espèce de concert. Il y aura 96 cloches dans ça. Puis ça sera un concert qui pourrait être entendu de très loin par beaucoup de monde.
Donc il y a le son qui intervient dans, Oui, dans le département de l'eau. avec le vent, on va faire Avec ça le vent, avec oui. les éléments naturels. Là. Extraordinaire. Il y aurait des éoliennes aussi qui ils vont fournir l'électricité pour éclairer tout ce monument-là. Et peut-être le Ce pont sera qui est situé là où, aussi. cette œuvre? C'est-à-dire que c'est pas décidé C'est pas encore. décidé Ça encore. serait la route 109 en allant vers la baie James, en haut là. Probablement. Mais Radisson. pour permettre aux téléspectateurs de voir des œuvres qui ont été déjà réalisées, il y a à Saint-Domingue une œuvre de pièce, c'est-à-dire, c'est quoi le titre de cette œuvre-là? Ah, c'est une œuvre qui est pour la liberté des peuples latino-américains. Je l'ai fait d'ailleurs pour les 20 pays latino-américains. J'avais été invité dans le cadre d'un symposium international et j'ai toujours eu à cœur la liberté et surtout celle des autres, des fois au détriment de la mienne. Et ce monument-là, que je l'ai financé moi-même, j'ai hypothéqué ma maison de 80 000 pour réaliser ce projet-là. On voit les mains ici. Oui, d'accord. OK. Oui, alors c'est qu'il y a cette œuvre-là à Saint-Domingue et l'œuvre en Californie, ça s'appelle, c'est quoi le titre? Ah, c'est Québec libre. Québec libre? Oui. En Californie. Et pas juste pour le Québec, pour la planète libre planète aussi. libre, C'est ça. justement. On parlait, j'avais dans la tête, à l'inauguration, j'ai fait une conférence de presse devant les 12 000 personnes qui étaient là, devant la presse internationale. Et j'ai parlé justement de justice pour les Noirs aussi, contre le racisme aussi, surtout cette période-là, contre la guerre du Vietnam. Justement. Et donc, pour les très engagé Indiens, comme artiste. engagé. Comme un être humain, je pense que tout être humain a le devoir, et c'est sa fonction, d'être éveillé à ce qui se passe alentour de lui. Et maintenant, la planète, c'est une petite planète On de voit que plus en plus. c'était vraiment une ville, Et de une plus en petite plus- ville, n'est-ce pas? De plus en plus corrompue aussi. Alors, c'est un devoir urgent de prendre des décisions radicales et je pense qu'il faut mettre la hache où ce qu'il faut actuellement. Exact. Et même si ça fait mal, il faut le faire aussi. Il faut faire émerger cette notion de transculturalité Absolument. qui est de mise pour les années à Et venir. d'avoir la tolérance aussi. Mais moi, j'ai toujours travaillé contre le racisme. J'ai fait beaucoup d'interventions pour l'Afrique du Sud, par exemple. oui. Ces rapports de blancs dominants à noirs dominés. Non, Et je trouve que c'est dommage. alarmant de voir tout ce qui se passe actuellement, ces injustices. On a constaté qu'avant, on a essayé d'éclipser toute approche engagée d'un artiste, mais je pense que de plus en plus, ça revient. Il faut, moi, je pense que j'ai raison d'être vivant et je suis pas Ça a prêt de été lâcher. toujours très imprégné de ça. C'est-à-dire que c'est ce qui me nourrit, hein? Oui. Tout ce qui me nourrit. J'ai participé beaucoup aux interventions à Oka, par exemple, pour... quand on voit ce que les Blancs font aux Indiens actuellement, c'est gênant. À tous les pays du tiers-monde, tout ça. Il y a quelque chose d'avoir... Des fois, j'ai le goût de me peindre la face en noir, moi aussi. Donc, M. me cacher un peu. pour vraiment aller dans d'autres départements de votre travail, de votre parcours, je crois qu'il y a aussi ici une œuvre monumentale encore. C'est à San Francisco. Non, elle est rendue à Toronto. À Toronto, oui. Notre petit Jean Drapeau, le maire du temps, a jugé bon que ça ne devait pas rester au Québec. La plupart des œuvres qui ont été faites pour l'Expo 67 ou achetées pour l'Expo 67 sont rendues à travers le Canada. Il y en a très peu qui sont restés au Québec. Ceux qui sont restés au Québec sont dans des potoirs à l'île Notre-Dame actuellement. Et elle est rendue à l'Université York, si ma mémoire est bonne, à Toronto. À Toronto. Oui, elle a été donnée. C'est un monument immense. Le titre de cette pièce, c'est c'est Présence. 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 Alors, Ça veut dire que tous ces monuments étaient à l'origine à l'Expo. Beaucoup étaient à l'origine. Ah, il y en a qui étaient à l'Expo 67. Cette pierre-là. Oui, C'est la seule dans mon cas, là. Oui. Et puis, avant de terminer, on se rappelle qu'il y a une exposition à la Galerie d'art contemporain De qui Montréal, se termine sur la rue Crescent. Sur la rue Crescent. Et il y a des sculptures, il y a des peintures et des peintures. C'est très intéressant, c'est très pertinent, ça vaut la peine d'être vu. Je suis là aussi souvent sur place pour recevoir tout ce beau monde-là. Exact. J'ai des vieilles connaissances qui m'arrivent, des personnes que je n'ai pas vues depuis 30 ans à Montréal. Et puis, j'aime beaucoup rencontrer le monde. C'est ça. Alors, on convie les admirateurs de l'art, d'art montréalais en particulier, à aller voir la Galerie d'art contemporain, cette belle exposition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Marcel Barbeau, nous sommes à la Galerie Michel-Ange où a lieu, on peut parler de mini-rétrospective de votre œuvre parallèlement à la sortie de ce livre. Oui, justement, j'ai des œuvres, j'ai quelques petites encres des années 53. Ensuite, ça tombe aux années 76 jusqu'à nos jours, jusqu'à 89-90.
Il y a plusieurs de ces œuvres, d'ailleurs, ici à la Galerie Michel-Ange, qui sont illustrées dans le livre qui vient tout juste de sortir, qui a été lancé dernièrement au musée et à la galerie ici il y a une journée ou deux. D'accord. Alors, si je comprends bien, j'ai vu des œuvres qui, même si elles sont datées récemment, mais qui ramènent, n'est-ce pas, un geste ancien, mais tout à fait qui vous habite en tant qu'automatiste. Oui, durant l'été, je fais des gouaches ou des encres comme ça et qui sont toujours assez influencées par le paysage. Alors, elles sont assez différentes des œuvres d'atelier qui sont plus construites et beaucoup plus dessinées par grande masse colorée. Et ce sont des œuvres d'été, surtout il y en a quelques-unes aussi à la galerie. En tout cas, très, très beau geste. J'apprécie énormément. Alors, il paraît que le livre aussi, ça s'envole comme par enchantement. Oui, il y a déjà presque une grande partie des livres qui sont déjà partis. On trouve ça formidable. Mais je pense que le livre est d'une très, très belle qualité. Et je pense que le texte aussi est très, très beau. Alors, je suis très, très heureux de ce livre-là. En fait, très beau travail de Nino Gauthier et de Carole Gagnon. Oui, c'est ça. Je pense que Ninon a beaucoup, beaucoup travaillé sur le livre. Déjà, ça fait déjà presque 1 an et demi qu'elle y travaille, de même que Carole, et qu'ils ont fait une recherche absolument incroyable. Je trouve que le texte est très, très, très beau. Alors, si je comprends bien, dans quelques temps encore, nous aurons à Toronto, n'est-ce pas, une autre manifestation? Oui, le 10 novembre à Toronto, il y aura un lancement du livre en même temps qu'une exposition des œuvres qui font partie aussi de ce livre-là. D'accord. Alors, je vous souhaite un succès certain et une continuité dans la création. Ah, je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. D'ici là, passez une bonne semaine.